Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre rendez-vous de la saison, le Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Inscrivez-vous, Radio J Mag. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Aujourd'hui, la dépression Kirk mêlant pluie intense et vent violent va s'abattre sur la France. Donc chers parents, c'est pas le jour pour sortir au parc avec vos enfants, à moins que vous ayez envie de faire une bonne grosse partie de cache-cache bien corsée. Faites ce que vous savez faire de mieux avec vos gamins, mettez-les devant Netflix, c'est moins risqué. En parlant de tempête, les habitants de Floride sont sous tension à l'approche de, je cite, la pire tempête du siècle selon Joe Biden. Et croyez-moi, il est bien placé pour le savoir puisqu'il a vécu tout le siècle dernier. Sinon, tempête politique, la motion de censure est passée contre Michel Barnier. Non, je déconne, à 197 voix au lieu de 289. Le NFP est loin d'avoir la majorité. Une chance pour Michel Barnier qui est passé de futur retraité à nouveau Premier ministre. Une belle reconversion. Et bien justement, aujourd'hui, on va parler reconversion, production, culture, théâtre et passion. L'œil qui frise, l'esprit vif, le phrasé malin, un goût immense pour la culture et pour la découverte du talent des autres. On l'a connu chroniqueur, sniper, puis animateur, rédacteur et désormais producteur, explorateur. Cet homme-là a de l'esprit, du goût et du flair. S'il se penche sur un projet, en principe, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'habitude, c'est lui qui est à ma place et qui cuisine les invités, mais aujourd'hui, c'est moi qui invite. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio le pétillant et expiègle Alexis Trégaro. Bonjour. Bonjour. Je souscris modestement à ce magnifique portrait. Ça fait quoi d'être à cette place pour une fois ? Alors déjà, ça rappelle des bons souvenirs d'être à la radio. J'adore avoir un casque sur une oreille et pas sur l'autre. Je trouve ça magique. Voilà. Merci de cette invitation. Ça me rappelle effectivement. Je suis plus habitué à poser des questions qu'à y répondre, mais je vais faire de mon mieux. Là, ça va être un exercice. Ouais. Écoutez, je vais dire la vérité. Je vous ai croisé à la sortie d'un théâtre. Exact, au Théâtre de l'Œuvre. Exactement, au théâtre de l'Œuvre, où on est allé voir ensemble Ring avec Gina Djemba et Amaury de Créincourt. Amaury que je reçois demain et Gina que j'ai déjà reçu. Allez voir ce spectacle, voilà. C'est vraiment très réussi. Vraiment, non, vraiment. Mise en scène par Côme de Bellesise. Exactement. Et donc je vous ai croisé par hasard et du coup j'ai eu envie, puisque je vous ai suivi pendant de nombreuses années en télévision et voilà, j'ai suivi votre travail. Ce qui indiquerait que j'ai un certain âge. Non, vous êtes éternel. Donc c'est vrai que j'ai eu envie aussi de découvrir le journaliste que vous avez été et le producteur que vous êtes aujourd'hui, parce que derrière des projets, derrière des émissions, derrière des spectacles, il y a des gens qui s'investissent et qui créent et qui risquent. Et donc, j'ai aussi envie d'explorer cette facette-là et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce genre de parcours. Donc, j'ai envie d'échanger avec vous à ce sujet. Le parcours d'un escroc, c'est hyper gentil. Ça fera un bon titre de pièce, ça. Ce sera peut-être pour la prochaine saison. Je vous jure que rien n'était prémédité. C'est vrai, vraiment. Tout ça s'est fait au gré du vent, comme une feuille à l'automne. On va écrire ça, le parcours d'un escroc. Je me mets sur les rangs. Donc, comment se passe cette saison ? Ça se passe bien. Il y a 2 spectacles qui sont à l'affiche, donc dans ma nouvelle activité depuis presque 10 ans de producteur de théâtre. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, qui est un spectacle écrit par Rudy Milstein, co-mis en scène par Rudy et Nicolas Lombreras. Rudy que j'ai eu le plaisir de recevoir ici aussi. Voilà, un spectacle hilarant qui se joue au théâtre Le Pic dans le 18e arrondissement, en haut de l'avenue Junot. On a eu la gratification d'être moliérisé 2 fois, meilleure comédie et meilleur auteur. Donc franchement, faites confiance à nos pairs et allez voir, c'est vraiment magnifique. Faites-moi confiance parce que je l'ai vu et c'est un vrai bijou, à la fois d'émotion, de rire, de sensibilité, et chacun s'y retrouve dans ces 5 personnages sur scène. Exactement, c'est tout le talent d'écriture de Rudy qui est vraiment... Ah oui, il a une vraie intelligence du cœur et de l'émotion, et ça se ressent. À mi-chemin entre Woody Allen et Bakri, disent les plus flatteurs. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc je crois que je suis flatteuse alors. Et le deuxième spectacle, j'en suis aussi très fier, on l'a démarré il y a 3 semaines, ça s'appelle Vol et dit Vol. C'est au théâtre Montparnasse, du mercredi au samedi. Ça raconte une histoire olympique, une belle histoire, comme on dit, un peu comme les Rasta Rockets, les bobsleggers noirs de Jamaïque. Aux Jeux Olympiques de Calgary, il y avait aussi un autre héros qui s'appelait Michael Edwards, qui a été surnommé après Eddie the Eagle, qui est un petit Anglais qui rêvait de participer aux Jeux Olympiques d'hiver et qui va représenter l'Angleterre au saut à ski, ce qui est totalement absurde vu qu'il a jamais vu une montagne ni de la neige et qu'il est le seul membre de la fédération du saut à ski anglais. Toujours est-il qu'il va réussir à participer aux Jeux Olympiques de Calgary. Il finira dernier du concours, mais ce sera la coqueluche du public et des médias, et le spectacle raconte sa vie. Franchement, c'est génial. Ils sont 3 acteurs au plateau, il y a 12 ou 13 personnages. C'est un spectacle drôle, tendre,
Vous pouvez y aller même en famille, avec des ados, des gosses. C'est vraiment chouette. Théâtre Montparnasse. Ça tombe bien, on a la bande-annonce. Je m'appelle Michael Edwards, mais tout le monde m'appelle Eddie. Le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai dû le faire environ 746 fois. Moi, participant aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques? C'est une blague? Bah c'est une blague, mec. On s'improvise pas sportif de haut niveau. Mais c'est mon rêve, papa. Bah justement, réveille-toi. Aucun participant britannique n'a été référencé dans la catégorie saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver. Aucun? Ce qui veut dire que J'ai réussi un saut à 71 mètres de long sous les couleurs de la Grande-Bretagne. tu verras la torche olympique de près. Tu as un fan club, Michael. Et tu sais comment il t'appelle? Eddie l'Aigle. Les sportifs n'ont pas de lunettes. Vous n'êtes pas un sportif, vous n'êtes pas un aigle, vous n'êtes pas qui vous êtes. Ça fait penser un peu à cette fable, Billy Elliot. Un peu ce genre de... Un peu. En gros, c'est un spectacle qui nous explique qu'il faut refuser tous les déterminismes, qu'ils soient sociaux, culturels ou même familiaux, parce que c'est aussi le cas d'Eddie, et qu'il faut, si on a 2-3 rêves, il faut essayer de les réaliser. Voilà. C'est mis en scène par Sophie Accart, ça a été écrit par Léonard Prin et Sophie Accart, avec Benjamin Lomas, ils sont tous les 3 en plateau. Voilà. Donc on leur souhaite aussi un Molière pour cette année. Alors, franchement, vous ne pourriez pas leur faire plus plaisir. Quitte à pas avoir la médaille olympique, autant avoir un petit Molière. Il est toujours vivant en plus, ce Michael Edwards. Il sait que le spectacle existe et il fait un petit clin d'œil au public. Allez voir. Ah, ça serait sympa qu'ils viennent vous voir pour le coup. Peut-être qu'il viendra. Faudra le traduire en anglais, juste pour lui. Et donc, comme je l'ai dit, alors je n'ai pas encore vu Eddie Vol, mais par contre, je suis allé voir Rudy Milstein et toute son équipe. Donc, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. C'est un titre à diction. Ça, c'est un exercice de diction. C'est surtout une tautologie implacable. Et j'ai eu le plaisir d'avoir les avis du public. Donc on les écoute. On a surtout fait la réflexion qu'on n'a pas vu le temps passer et on a beaucoup rigolé à des trucs qui ne faisaient pas que rire en vrai parce qu'on s'est rendu compte que dramatique. Ouais. Que ça touchait des cordes sensibles quand même de temps en temps, donc c'est toujours parfois des rires jaunes, mais c'est quand même un très bon moment. Et je trouve ça trop bien. Ouais, c'était rigolo. On reconnaît des conversations un petit peu qu'on a pu avoir avec des potes. Et c'est vrai que ça fait un peu bande de potes de notre âge, quoi. Ouais. On s'identifie. C'est une pièce excellente. Tant dans les textes que dans les mimiques des personnages. Et les 5 acteurs sont parfaits. Dans des registres très différents, ouais. Ils sont tous parfaits. C'est juste et c'est drôle et c'est pas lourdingue. Et il y a plein de scènes où chacun, on se reconnaît, où on a déjà vécu ça. C'est génial. Excellent, surtout qu'en plus les spectacles comiques c'est très difficile en fait. Souvent ça devient de la tarte à la crème et là, moi j'ai ri du début jusqu'à la fin. J'ai la patate là, c'est génial. Quel bonheur d'entendre tout ça. Merci à tous. Écoutez, je les ai pas payés. En tout cas, c'était il y avait une très bonne ambiance dans la salle. À la fois le public était suspendu dans les moments comme ça d'émotion et il y avait des salves de rire. Donc vraiment, ces Molières sont mérités. Allez au théâtre. Bon, moi je fais la promotion de mes spectacles, mais il y en a, je sais pas combien qui jouent tous les soirs dans Paris. Le spectacle vivant, franchement, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier rempart à l'écran. On bouffe de l'écran toute la journée. Toute la société s'organise pour nous coller devant des écrans. Et d'un seul coup, il y a une respiration qui est là avec des gens sur scène. C'est un art d'airain, le théâtre. Il y a déjà 5000 ans, il y avait des mecs qui montaient sur une caisse et qui faisaient les cons. Et on les écoutait comme des griots raconter des histoires. Ce truc perdure. Il faut que ça continue. Aller au théâtre, il n'y a pas mieux qu'un spectacle vivant. Je dis le théâtre, ça peut être de la danse, du hip-hop, de la musique, que sais-je. Mais quelque chose qui se fait en plateau, avec des gens vivants et qui font ça tous les soirs comme s'ils le faisaient pour la première fois, comme le guide qui raconte la Joconde. C'est justement, je voulais revenir avec vous sur ce point-là. Vous qui avez été un homme de radio, de télé, d'écran donc, beaucoup. Vous avez eu envie de revenir à cet espace de liberté de la scène. Ça s'est fait un peu par hasard. Moi, j'ai toujours été spectateur de théâtre. J'y allais gamin avec ma mère, qui
en consomme énormément. Je la salue. Et j'ai toujours adoré ça. Et puis mon parcours professionnel m'a amené à faire du journalisme, essentiellement culturel. Donc j'ai bouffé du spectacle, j'ai parlé du spectacle des autres. Le hasard m'a fait produire artistiquement la cérémonie des Molières pendant 4 ans. Les 3 années avec Nicolas Bedos en maître de cérémonie, puis ensuite Alex Lutz. Je me suis régalé à faire ça. Franchement, j'ai rarement vécu des expériences aussi cool. C'était vraiment génial à faire de fabriquer un spectacle comme ça pour l'espace d'une soirée. En plus avec un public réputé difficile. Donc le challenge est cool. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis après, ça s'est fait un peu par hasard. Stéphane Simon, qui est un vieux camarade, producteur de télé, qui a produit tout ce que je faisais quand j'étais animateur de télé, m'a dit un jour, viens, on monte une boîte ensemble et puis on va faire des captations. Captation, ça consiste à filmer des spectacles pour qu'ils puissent passer à la télévision. Et puis c'était un peu vertigineux, je n'avais pas salarié de mon existence, donc je me suis dit bon, allez, c'est le moment, à 48 piges, ouais c'est ça, d'y aller. J'étais en confiance parce que Stéphane, lui, est un entrepreneur, ce qui n'est pas mon cas. Et puis je me suis lancé comme ça, pour m'apercevoir rapidement que les captas, c'était pas simple, qu'il y avait 3-4 boîtes qui les cornaquaient tous, et que voilà, c'était un jeu de dupes un peu difficile. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à produire, quoi. Et puis voilà, on en est à 15 spectacles 8 ans plus tard. Alors, je précise que moi, je suis un petit producteur indépendant. Je dis pas ça par modestie, mais parce que c'est la vérité. Je n'ai pas de théâtre. Donc, mon premier challenge, c'est de convaincre des théâtres de prendre le projet de spectacle que je leur amène et de le coproduire avec moi. Voilà. D'accord. Donc, à chaque fois qu'un spectacle se monte, ça n'est pas que grâce à moi, c'est aussi parce qu'il y a un théâtre derrière. Qui a envie de vous suivre. Par exemple, le théâtre Le Pic. Salomé Lelouch, la patronne, m'a fait confiance et c'est un bonheur de travailler avec elle sur ce spectacle. Au Petit Montparnasse, Bertrand Tamin, le directeur. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a quelqu'un derrière un théâtre qui fait confiance. Vous êtes un messager, quoi. Vous êtes entre guillemets. Non, c'est pas ça. Après, j'ai les mains dans le cambouis, j'adore ça. C'est d'ailleurs essentiellement la partie artistique qui m'intéresse, hein, parce que le reste, c'est que des emmerdes. Donc, au moins l'artistique, ça c'est agréable. Voilà. Justement, quand on est soi-même, vous étiez vous-même un peu dans l'artistique, puisque vous écriviez, vous faisiez des chroniques, et donc maintenant, il y a toute la partie administrative. Alors, je me suis jamais pris pour un artiste, parce que je n'en suis pas un artisan, pourquoi pas, créatif. Au moins. Pourquoi pas, créatif artisan, c'est un artisan créatif. Et c'est d'ailleurs ce que j'adore dans le théâtre, c'est de l'artisanat, le théâtre. On est sur des budgets parfois conséquents, mais ça n'a rien à voir avec la télévision ou le cinéma. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de familial, cette idée que le soir on joue, et puis après, il y a les copains qui viennent, donc on va boire des coups, on va bouffer, et puis on passe pratiquement presque 1 an ensemble, hein, entre l'exploitation parisienne qui dure 3, 4, 5 mois si tout va bien, puis après la tournée, enfin, il y a quelque chose, il y a une promiscuité comme ça. Moi qui ai grandi en colonie de vacances quand j'étais gamin, je retrouve ça un peu dans le théâtre. Une espèce de promiscuité, un esprit de bande. J'adore ce milieu. Une petite famille artistique qui se crée et on partage les mêmes émotions, les mêmes craintes et les mêmes joies aussi. Ouais, puis ça propose tous les boulots artistiques. Il y a de la prod, il y a de la pub, il y a de la compta. Enfin, je sais pas. Tout est intéressant. Alors, j'ai envie de faire connaissance un peu plus avec vous, la personne. D'accord. Je vous propose un petit jeu. Ok. Voilà. J'adore jouer. Pour voir votre sens de l'impro. Alors, je vous propose de me caser 3 mots que je vais vous donner dans cette conversation. Ce qui m'oblige à mettre mes lunettes. Oui, je vais écrire gros, Un rapport à une presbytie fatale. Alors, ces 3 mots, cher ami, les voici. Il n'y a que vous qui les connaissez, on est d'accord ? Non, je vous les donne comme ça. Et vous, alors, ce qui est bien, c'est que c'est réciproque. Vous aussi, vous me donnez 3 mots. Vous m'imposez aussi 3 mots que moi, je devrais caser parce que vous n'êtes pas le seul à jouer. D'accord. Donc, je vous donne velours, comme Velvet de votre production. Hein. Ouais, ma boîte s'appelle Red Velvet. Voilà, Red Velvet. Je vous donne pullulé. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Et nocturne. Voilà, pour quelqu'un qui est comme vous dans le milieu du spectacle. Velours, pullulé et nocturne. À vous de me donner tout ce que vous voulez. Mais j'ai une heure pour le caser au gré de la conversation. Pour caser ces mots, et quand vous me les caserez, on entendra ce petit jingle. J'adore ce jingle. Tu sais que vous savez, c'est rigolo. Il y a un jeu souvent entre animateurs de télé qui sont un peu copains, c'est devoir caser des mots comme ça dans leurs émissions, y compris le plus souvent dans leur sommaire. Et normalement, pour que ce soit drôle, des mots qui n'ont absolument aucun rapport avec l'émission qu'ils présentent. Et j'ai joué un petit peu à ce jeu à l'époque où j'avais une émission sur France 4 avec mon vieux camarade Michel Simès. Et alors que j'avais une émission très très culturelle, il a fallu parfois que je case saucisson. C'était Culture Club ? Exactement, le Culture Club sur France 4, bravo. Et voilà, et donc on s'imposait comme ça des mots à donner dès le sommaire. Et si ma mémoire est bonne, c'est moi qui ai gagné.
Ben on va voir, on va essayer de gagner tous les deux. Moi, il m'est déjà arrivé de faire ça au théâtre, pour vous dire la vérité. J'adore. Parce que des fois, entre comédiens, quand on a des pièces qui le permettent, évidemment, pas quand on joue des alexandrins, quand on a des pièces avec du texte un peu plus contemporain, Ouais. on peut aussi se permettre de faire ce jeu-là. Ça me fait penser à un truc génial. Je fais vite. L'Adami, qui est une espèce Oui. de système qui aide Qui des comédiens et tout rémunère ça, les comédiens. oui. propose chaque année, dans le cadre du Festival de Cannes, aux comédiens de faire des courts-métrages avec un thème imposé. Une année, c'était l'actorat, le fait de jouer. Et parmi les candidats, il y avait Horatica, cette Oui. comédienne très sympathique. Et elle a une idée géniale. Elle fait un court-métrage, donc sur le jeu d'acteur. Ça démarre dans une loge de théâtre. On voit que la fille est un peu paniquée. On comprend assez vite qu'elle joue une première pour elle. On comprend assez vite qu'elle fait un remplacement. Et on rentre sur scène avec elle et c'est les jeux de l'amour et du hasard. Et donc, on comprend très vite que elle est la seule à jouer pour la première fois, que eux ils le jouent tous depuis 300 fois et que comme ils se font chier, ils jouent à chat sur scène. Et donc elle comprend ça et elle se fait un point d'orgueil de ne pas perdre et de ne pas être chat avant la fin de la pièce. Le court-métrage est génial, c'est un thriller. Donc Horatica, les talents Adami Cannes, il faudrait retrouver la regardez, petite pépite. ça se retrouve. Ah bah c'est toujours amusant de se mettre des petits jeux quand on est comédien, parce qu'il ne faut pas sombrer dans la routine, bien évidemment. Et des vidéos comme ça, ils en pullulent sur YouTube. Oui, Bim, j'en ai placé un. Bravo. Oh là là. Alors moi j'ai pas eu vos mots du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Mais j'ai pas des mots. Des mots. Allez-y. Ça va Allez-y. venir. Bon, Ouais. je continue. Oui. Bon, c'est pas grave, je continue et vous me sortirez les mots quand ça vous vient. Ouais. Donc, cher Alexis, je suis Oui. ravi de vous recevoir et comme Préservatif. tout invité, hein, Préservatif. Ah bah oui, très bien, préservatif. C'est toujours un bon mot à caser entre le fromage. En et le régie, dessert. il a fait une mimique. Hein. Je veux pas balancer, mais Mais j'arriverai à le caser. À bon escient, ne vous inquiétez pas. il faut toujours balancer les réals. À la radio, c'est ça qui est rigolo. C'est vrai. Et donc, j'ai envie de, comme j'ai l'honneur de vous recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Donc, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Si vous me trouvez hors sujet, vous avez un petit buzzer jaune devant vous là. D'accord. Voilà. Ne prenez pas de pincettes ni de préservatif pour me dire si je me gourre. Bien joué. C'est parti. Ici, pas de fake news. Donc, quand son mémorial, son abbaye, son château, son Alexis Trégaro fait son apparition le 30 septembre 1960. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. 68. Voilà. Je vous laisse le dire. Alors bon. Vous reconnaissez ce jingle? Évidemment. C'était. Mais c'est parce que si c'est le cinéma du dimanche soir. C'est ça. Mais c'est l'ancienne version celui-là. Ah oui, parce que c'était Wonderland de. Oui, parce qu'après il y en a un de autre. Earth, Wind & Fire, je crois. Ouais. Effectivement. Moi, je vous ai mis le premier, mais il y a le deuxième aussi. Merci. Effectivement. Le petit Alexis rêve devant le cinéma du dimanche soir, donc il regarde en cachette, comme bon nombre d'enfants qui ont toujours rêvé de regarder le film posé sur le canapé et pas dans l'interstice de la porte. Exactement. Je vivais avec ma maman, puisque mes parents se sont divorcés quand j'étais assez jeune, et on avait un 2 pièces dans Paris, et c'était très très chouette. Et donc elle regardait tous les films, et moi j'étais censé aller me coucher, et son canapé lit était disposé de telle façon que je pouvais me foutre derrière sans qu'elle s'en aperçoive, et je me suis maté des dizaines de films comme ça au-dessus de son épaule. C'était très sympa. Je lui ai dit depuis. Ah, vous avez révélé. Déjà joueur à l'époque. Ouais. Donc tout y passe, Bébel, Lelouch, les classiques américains. Vous avez des soifs d'aventure. Vos amis imaginaires sont Claudine, François, Michel, Annie et Dagobert du Club des 5. Et ce n'est cadeau, traumatisé par le fameux livre de français, je précise, académique, Lagarde et Michard. Faut le faire pour se souvenir de celui-là. Que vous devenez plus rebelle et que vous vous ouvrez à la culture par vous-même, passant de ça à ça, ou alors de ça. Musique. Évidemment, petit hommage à Michel Blanc, comme j'ai chanté dans cet extrait. Ou alors à du cinéma un peu plus dramatique, comme ce Tess de Roman Polanski. Oh là là. Et vos goûts vous amènent partout en fait. Vous offrent un joli bagage de culture générale. Que faire comme métier quand on a plein de références comme ça?
J'en ai fait un paquet, je peux vous dire. Bah oui, c'est ça. J'en ai fait un paquet. J'ai arrêté mes études, pour les plus anciens, ils vont s'en souvenir, avec deux vaquets. Deux vaquets, ta réforme, tu sais où on se la met. C'était en 86, on se prenait pour des 68 arts à l'envers. Et j'ai annoncé à ma mère que j'arrêtais mes études, ce qui l'a beaucoup attristé. Et puis j'ai commencé tout de suite à bosser et j'ai fait un job génial. Je me suis retrouvé pendant 1 an dans un truc d'intérim. J'étais homme à tout faire d'un PDG qui avait une grosse boîte, un truc de 1000 employés, qui faisait de la restauration de collectivité. Et j'étais son homme à tout faire, son chauffeur, son serveur, son comptable, son alibi maîtresse. Je faisais tout. Et ce mec était génial. Il me faisait une confiance. On ne dira pas dans quelle proportion vous faisiez. Il me faisait une confiance aveugle. Comment il s'appelait ? Monsieur Dufresne, de mémoire. Voilà, donc si sa femme n'était pas au courant, c'est non, mais attends, je te parle de ça, c'était il y a presque 40 ans, il y a prescription, je sais même pas s'il est encore vivant, ce monsieur. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était formidable. Et puis après, j'ai fait 1000 trucs. Il y avait un truc qui était sympa quand on était jeune, je pense que ça existe toujours, c'était de s'inscrire dans des agences d'hôtesses et d'hôtes. Oui. Et donc, tu te retrouves à faire plein de petits boulots, dans des salons, dans des soirées, voilà, j'en ai fait plein. Et puis, j'ai fini par les organiser, ces événements. Et donc, j'ai bossé comme ça dans l'événementiel pendant 5 ans, une boîte qui s'appelait Valeur Ajoutée, avec Hervé Saramito et Vincent Nalpas, je les embrasse fort. Et c'est toujours des potes depuis cette époque. Et puis après, la télé, enfin bon, voilà, tout ça c'est fait. Un peu de pub aussi, non ? Un peu de pub. J'ai bossé dans la mode aussi, ça c'était sympa, chez Escada. J'ai bossé avec une femme qui était très étrange, elle s'appelait Godelieve de Porter. Et c'était une vieille Belge, probablement une ancienne pute. C'était pas un mot à caser, mais bon. Et elle avait un phrasé extraordinaire et son bureau était au Plaza Athénée. Et moi, j'étais son petit assistant et je la suivais partout. Et pendant 1 an, je lui ai servi d'assistant. C'est des souvenirs géniaux, tout ça. C'est une vie multiple, polyvalente. Ouais. On dirait un film quand vous racontez ça. Quand on bosse dans une maison de couture à la com, il faut s'occuper de ce qu'on appelle des femmes sandwich, c'est-à-dire les femmes célèbres qui vont porter les vêtements. Et j'avais une toute petite voiture à l'époque et je sillonnais Paris avec des vêtements pour aller les apporter chez les uns et chez les autres. Et j'ai un souvenir avec la magnifique Françoise Fabian. J'arrive dans un appartement à côté de la Chambre des députés, un espèce de triplex complètement dingue. J'ai cru qu'on était dans un film de Belmondo et qu'un léopard allait rentrer dans la pièce. et je promenais cette Françoise Fabian dans tout Paris avec ma petite Austin Mini et je me pinçais un peu. C'était rigolo. J'avais 20 piges. Donc déjà très polyvalent, multifonction, déjà très curieux et touche à tout en fait. Oui. Un self-made man comme on dit en anglais. Exactement. Et donc on arrive peu à peu du coup au journalisme. Oui, ça s'est fait. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait quand même de façon un peu opportuniste. Un jour, j'ai écrit un courrier à une femme qui s'appelait Tina Kiefer, qui était très connue et très puissante à l'époque à TF1. Frou aussi, qui avait fait avec Christine Bravo. Et voilà, et je lui ai écrit parce qu'elle avait une émission qui s'appelait je ne sais plus comment, et je lui ai envoyé des idées de reportage. Voilà, parce que j'étais spectateur de son émission. Elle m'a reçu et elle m'a dit écoutez, j'aime bien les idées que vous proposez. Je vous propose d'essayer de réaliser un premier reportage. S'il est bien, je le diffuse. S'il est pas bien, je le diffuse pas. Et dans les 2 cas, je vous paye pas. Check. Ça s'est fait comme ça, et puis une fois que t'en as fait 1, tu peux le revendiquer, et puis 2, puis 3, puis je suis devenu pigiste, et puis voilà. Vous aviez la légitimité de la part de Tina Kiefer. C'est marrant, de cette ça s'est fait vraiment comme ça. Et je me suis retrouvé pigiste à Capa, j'ai fait des trucs de fou. J'ai travaillé avec Séverine Ferrer à Fan 2, avec Laurent Veil à Ciné6, avec Olivier Carreras à Mister Biz, enfin tout un tas de... Il me revient des images. Ouais, tout ça c'est vieux, pardon. Mais non, c'est toute l'histoire de notre vie en fait. Et puis un jour, j'apprends qu'il y a un recrutement de journalistes par Fogiel à Canal+, à l'époque, en 97, qui vient d'hériter de l'émission qui s'appelle TV+, pour faire suivre à Télédimanche de Michel Denisot. Et à ma grande surprise, j'ai été pris. Et j'ai intégré la rédac et voilà. On va poursuivre sur cet épisode savoureux et croustillant. Est-ce qu'on peut mettre ce petit jingle de TV+, qu'on a gardé au Génial. Mais tellement. Voilà, bien sûr. Évidemment, je vous regardais c'était samedi 19h, non ? Sur Canal+. Tout à fait. On y reviendra après le Flash Info par Eva Soto. On retrouve mon invité, le self-made man, polyvalent, journaliste, publicitaire, producteur maintenant, Alexis Trégaro. À tout de suite. Et maintenant, c'est le Flash Info avec Eva Soto. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour, bienvenue à tous sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Eva Soto.
Bonjour Eva. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, en ce 369e jour de guerre pour Israël, un couple tué par l'impact d'une roquette tirée par le Hezbollah. Ça s'est passé à Kiryat Shmona. Les victimes seraient un couple qui promenait ses chiens. Les services d'incendie et de secours israéliens rapportent que les impacts ont déclenché des incendies dans plusieurs bâtiments de la ville. Frappe du Hezbollah aussi à Haïfa et dans ses environs. 6 blessés, dont un adolescent qui a été modérément touché. Au volet sécuritaire, toujours au cours de la journée écoulée, l'armée de l'air israélienne a frappé plus de 230 cibles terroristes dans la bande de Gaza et au Liban. À Gaza, les soldats israéliens ont encore dû retourner à Jabalia à cause de bataillons terroristes qui s'y sont reformés. Plusieurs journalistes allemands arrêtés à Beyrouth, tous membres de la rédaction du Bild, le quotidien allemand. Ils ont été emmenés pour interrogatoire au lendemain de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et après leur interview à la radio publique israélienne. Tous ont été relâchés, mais le principal reporter a été contraint de quitter le Liban. Un an après les massacres antisémites du Hamas, ils ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent le génocide contre les Palestiniens. Ces manifestants anti-israéliens ont été délogés par la police devant Sciences Po Paris ce matin. L'opération s'est déroulée dans le calme. Les cours ont pu reprendre à 10h. Un autre rassemblement du même type est prévu à partir de 18h, place de la Sorbonne. Et puis pour finir, Gad Elmaleh va reprendre le cabaret chez Michou. Son fondateur historique est mort en 2020. Le club avait fermé 4 ans plus tard et avait été placé en liquidation judiciaire. Merci Eva, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, tout de suite c'est le Annabelle Show. En deuxième partie, on reçoit toujours Alexis Trégaro, le producteur espiègle et touche à tout. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 et sur radioj.fr. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en très bonne compagnie avec l'homme de culture, de médias, de théâtre, Alexis Trégaro. Bonjour à tous. Rebonjour. Donc rebonjour, on reprend sur ce fameux jingle qui marquait les samedis soirs sur Canal+, à cette fameuse époque. Je rebondis 2 secondes sur le JT. J'en profite, j'ai aucune légitimité pour ça, mais c'est une parole juste bienveillante. Je suis admiratif, je l'ai encore écouté ce matin, du courage de Arthur, qui exprime des opinions en plus d'une tolérance œcuménique remarquable. Et j'imagine l'enfer que doit vivre ce mec, tout comme Sophia Aram d'ailleurs. Enfin voilà, je suis admiratif de tous ces gens qui essayent de mettre un peu de nuance et de respect dans tout ça, surtout avec le statut qu'ils ont. Bravo à eux. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Je vous en prie. Effectivement, certaines personnes vivent des moments un petit peu obscurs et justement, vous faites un métier qui permet un peu de légèreté, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je faisais juste une parenthèse, mais je sais pas, j'avais envie de le dire. Eh bien, elle est la bienvenue et je pense qu'ils auront le message, bien évidemment. Donc, revenons sur... TV+, donc. Non, mais ne vous excusez pas, parce que si c'est pour dire des bonnes choses comme ça, c'est pas hors sujet. Et je rebondis aussi sur Gad Elmaleh, pardon. Oui, reprends donc parce que Gad, c'est un mec important pour moi. J'ai une idée un jour, je veux lancer une émission qui s'appelle Troisième Rappel. Le principe, c'est d'aller de demander à un artiste, juste à la fin de son spectacle, de revenir sur scène, devant le public qui était venu le voir ce soir-là. Il reste avec moi et pendant 1 heure, je l'interview sur le spectacle qu'il vient de faire et sur sa carrière. Et la première que j'ai faite, c'est Gad. Ah, c'est magique. Parce qu'il m'a fait confiance et j'ai fait ça avec lui à l'Olympia, je crois, c'est pas rien, grâce à son attachée de presse de l'époque, s'appelait Anne-So à Paris, qui était très bienveillante avec moi. Et ces 2-là m'ont fait confiance et j'ai démarré cette émission grâce à eux. Et j'ai dû en faire après 40 ou 50. Et d'ailleurs, c'était une excellente émission que je ne manquais pas de regarder, parce que le concept était vraiment extraordinaire. Ouais. Et effectivement, ça a allié vos passions, qui sont à la fois
Le spectacle, et les médias, quoi. Donc c'était vraiment une émission très très savoureuse. Et je pense que n'importe quel artiste aurait rêvé de faire ça avec vous. J'en ai fait un paquet, mais c'était super à faire et je crois que c'était super à regarder. C'était très chouette. C'était sur France 3 à l'époque. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté ce truc-là. C'est souvent la télé qui vous arrête. Si, j'aime bien, mais moi j'adorerais. Je vous le refais demain matin, mais. Ah ouais, c'était vraiment extraordinaire. Mais je suis sorti des radars. Je suis un ringard maintenant. Sérieux. Vous êtes dur avec vous-même quand même. Non, mais la télévision, enfin le média, il est, comment dit-on, il a toujours soif de nouveautés. Ouais. Mais c'est vrai que, comme on dit, le théâtre, ça reste quand même une institution et il y a quand même des rendez-vous comme ça qu'on peut maintenir des années. Regardez le cinéma du dimanche soir, même si ça peut être plus comme ça. Ouais. Il y a toujours le cinéma du dimanche soir. Et pourtant, la télé change, mais il y a des choses qui restent. Donc effectivement, je repars en arrière. Pardon. C'est pas grave, tout se relie, ne vous inquiétez pas. Il y a pas de hors-sujet dans cette émission. Donc vous faites vos armes. Votre truc à vous, hein, quand vous atterrissez en télé, après tout ce que vous avez vécu, c'est d'aller titiller les invités là où ça fait mal, hein, comme un certain Marc-Olivier Fogiel. Bonjour, bonsoir, votre film vient de sortir, il a fait 2 entrées et demie, qu'est-ce que ça fait de jouer dans un bide et de devoir le porter sur sa conscience pour le reste de votre carrière. Donc vous êtes avec la bonne personne pour vous amuser. Ce qui est drôle, c'est que en fait, c'est pas Marco que vous imitez, vous imitez la marionnette de Marco. Oh, il a un petit 1 à la fin quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu ça. Il a un petit peu. Mais Enfin, moi, j'ai passé 7 ans avec lui. Ouais. Et ce mec est génial. C'est un psychopathe, mais il est génial. D'abord, c'est une force de travail hallucinante. Il était dans un état d'esprit et un comportement, une personnalité à l'époque. Hein, c'était en 97, donc ça fait presque, je sais plus, longtemps, presque 20 ans. C'est plus le même qu'aujourd'hui. Il fallait qu'il se fasse connaître. Il avait soif de plein de trucs et il a fait des interviews d'anthologie. Mais c'est vrai que il était, comment dire ça, c'était un peu agressif, quoi. Voilà. Ouais, il avait mais très après, il avait la dalle. Ouais. On dit comme ça. Moi, quand je chroniquais dans ces émissions, effectivement, je faisais les portraits des invités en direct, en face d'eux, et j'avais essayé d'inventer un truc qui était l'impertinence bienveillante. Ouais. C'est un oxymore. On va revenir sur un de ces passages un peu emblématiques. Écoutez ça. Okay. Ça le fait quand même, hein. Ouais. D'avoir les 3 en face là. Bien. Je vous écoute. Non, ça va aller. Alain Delon, j'ai compris en préparant cette chronique qu'il y avait au moins une différence entre vous et le boxeur Mike Tyson. Vous êtes beaucoup plus malin que lui. Je commence par un compliment parce qu'au cas où vous avez la même droite, ça serait dommage. Et surtout avec ses oreilles, si vous lui en croquez un petit bout. Alors, écoutez, lui, vous pourriez peut-être lui parler de chirurgie esthétique tout à l'heure. Mais non, je m'étais fait recoller les oreilles, il faudrait savoir. Donc plus malin, disais-je, car à mon grand étonnement, j'ai découvert dans la presse qu'avec les dizaines de millions de dollars qu'avait gagné Mike Tyson, il était aujourd'hui ruiné, faute d'avoir assuré ses arrières. Je rassure vos fans, c'est loin d'être votre cas. C'est pas le genre de déconvenu qui peut vous arriver. Effectivement, vous avez trouvé un bon filon. Vous avez créé cette ligne de produits dérivés griffés Alain Delon. On était déjà dans l'époque où il fallait faire du buzz. Non, c'est pas ça. C'est que n'a-t-on pas déjà dit sur Delon ? Je me retrouve à devoir faire le portrait de Delon. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un truc que les gens savent pas, c'est que ce mec, c'est un bonimenteur. C'est un immense acteur, mais il fait de la thune comme les gars qui vendent des poêles à frire et des égouttoirs à pâtes devant les Galeries Lafayette à l'époque. Et donc, il y avait tout un tas de produits comme ça, des cravates, du champagne, des clopes, des lunettes de soleil, des tote bags. Tout ça était griffé à Alain Delon. Et ce petit vantard, je dis ça avec respect puisqu'il est parti, j'avais lu un article dans la presse, il disait, et je peux vous dire que je m'investis énormément. Il n'y a pas un produit qui sort des chaînes sans que j'ai donné mon aval artistique. Et donc, je lui avais dit ce soir-là, moi, je veux bien vous croire, mais j'ai un peu de mal. Donc, j'ai amené des produits. J'en ai amené 4. Et à chaque fois, il y avait 3 produits par catégorie et vous allez devoir reconnaître le vôtre. C'était quand même une humiliation pour lui, t'imagines, Alain Delon, quoi. C'était en prime en plus, hein. C'était en live, ouais. C'était une émission spéciale en prime, alors qu'à l'époque, on était programmé le vendredi soir tard. Et voilà Delon en plateau, en train de devoir dire ça c'est ma cravate, ça c'est pas ma cravate. Il était furibard, il s'est planté sur les 4, donc ça c'était très drôle. Et l'anecdote est véridique, je vous le dis, je sors du plateau, première personne sur qui je tombe, Anthony Delon, qui était lui aussi invité de l'émission. En plateau, oui. Parce qu'à un moment donné, un peu énervé, Delon s'est levé de sa place pendant que je faisais ma chronique et il est venu se mettre à côté de moi pour m'intimider un petit peu. Donc je croise Anthony Delon, je le connais ni d'Ave ni d'Adam, on s'est même pas dit bonjour, et il me regarde et il me dit « T'as eu peur, hein ?» Et je comprends pas sur le moment, mais je dis « Mais j'ai eu peur, c'est-à-dire de t'en prendre une ?» Et je me suis dit « Putain !» En fait, il a dû en prendre un paquet. Ah ouais. Parce que tu vois, il s'est projeté. Et je lui ai dit, écoute, j'aurais adoré me prendre une tarte de ton père en prime, j'avais 10 ans de zapping assuré. C'est sûr. Bah ouais.
Alors qu'en fait, c'était pour la blague, mais ça vous a pas traversé une seconde, j'imagine. Non, mais bon, je sais pas, j'ai été payé pour mordiller les chevilles des invités, j'ai essayé de le faire. Tu sais ce qui est gagné quand tu fais un billet critique de quelqu'un, c'est quand ça le fait marrer. Ouais, bien sûr. Dire du mal de quelqu'un et que ça le fasse rire, c'est là où c'est gagné. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça marchait pas toujours. Hein. En tout cas, après avoir chroniqué à tort et à travers avec tout le monde, hein, ça vous donne envie de prendre votre envol. Hein, vous créez avec votre complice de chez Fogiel, aussi piquant que vous, Stéphane Blakowski. Il est avec vous dans le Culture Club, du coup, sur France 4, voilà. Blacko, il était avec moi, bien voilà. sûr. Alors, cette émission est un peu trop pointue pour attirer le grand public. Parler art contemporain, ça fait bien en soirée, mais moyen pour faire décoller la TNT. Et vous changez de format, et ça devient les agités du bocal. Et alors, c'est rigolo que vous ayez parlé d'Arthur il y a quelques minutes, parce que vous m'avez dit que la première personne qui vous a fait confiance sur le 3e rappel, c'est Gad Elmaleh. Et la première personne qui vous a fait confiance sur les agités du bocal, c'est Arthur. On écoute. 18h30 tous les dimanches, ça s'appelle les agités du bocal. On sera là chaque semaine. Alors pourquoi les agités du bocal? Le bocal, vous l'avez posé devant vous là, on est dedans, on bouge un peu. Ouais. Et puis les agités, il y en a déjà quelques-uns qui sont là, ils sont aussi dans le public. Tout un tas de gens vont nous retrouver. Les agités, ça sera aussi des invités, il en faut. Aujourd'hui, Kader Attia. Un des artistes contemporains dont on parle le plus, qui a un parcours assez étonnant, qui a des œuvres assez provocantes. On va pouvoir le découvrir ou simplement l'entendre si on le connaît déjà. François-Xavier Desmaisons, voilà un humoriste dont on parle beaucoup. Il est sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Il nous raconte sa vie en interprétant des personnages. C'est une performance d'acteur absolument incroyable. Mais on n'aurait pas un truc un peu plus énorme pour commencer? Quelqu'un que tout le monde connaît, des millions de gens le regardent. Arthur, bien sûr. Alors, ce qui est drôle, c'est que je rajoute en bonus, c'est que François-Xavier Desmaisons, du coup. Oui, ils n'ont pas de Desmaisons. Et le directeur du théâtre de l'œuvre, vous produisez régulièrement. Bah oui, après on se recroise. Vos spectacles. Arthur, je l'ai pas vu depuis des années. Il m'a fait confiance aussi une autre fois. Je le remercie beaucoup. Un jour, je vais voir un film que j'adore au Cinoche qui s'appelle Good Morning England. C'est un de mes films cultes. Et je sors de là. Et je venais d'apprendre qu'Arthur venait de racheter WeFM. Et donc je l'appelle, je lui laisse un message, je lui dis écoute, j'ai 2 trucs à te dire. La première, c'est faut que tu ailles voir Good Morning England, toi qui as fait 15 ans de radio. Ce film est exceptionnel. Et en deuxième lieu, je viens d'apprendre que tu rachètes WeFM. Si tu as 2 heures de direct à me filer, je te les remplis. Et puis ça c'est fait. Voilà. Pendant 2 ans, j'ai eu les dimanches soirs de 18h à 20h et ça a été une aventure géniale. Donc tout se retrouve, voilà, tout est. On se croise. C'est un bocal, hein, tout ça, avec plein de petits poissons dedans. C'est un bocal. Donc ensuite, vous avez fait énormément de radio, donc France Inter, et aussi on fera ensuite confiance pour d'autres émissions, notamment. Le Fou du Roi, je vous interromps. Parce que c'était bien le Fou du Roi sur Inter. Franchement, 10 ans avec Berne. Mais ce mec est un délice, Stéphane Bern. Il était génial parce que c'était notre souffre-douleur principal. On faisait des vannes et des vannes en permanence sur lui. Et il était génial. Tu sais qu'il y avait des auditeurs qui appelaient et qui disaient si Monsieur Trégaro ou si un tel ne s'entend pas avec Monsieur Bern, qu'il arrête de travailler avec lui. Ils comprenaient pas. C'était du second degré. Tout ça était un jeu. C'était génial. On s'est marré pendant 10 ans. Si je devais refaire un truc, franchement, le Fou du Roi, c'était exceptionnel. Et puis en plus c'était une émission puissante, on était écoutés par 1,5 million de gens tous les jours, il y avait du live, il y avait des chroniques, des humoristes. Et puis vous partagez pas mal de points communs avec lui aussi, cette curiosité, cette culture, etc. C'était canon. On était 7 ou 8 par émission autour de Stéphane, on n'arrêtait pas de déconner, liberté de parole totale. Ouais. J'étais avec Sophia par exemple, à Rame à cette époque-là, c'était cool. Écoutez, c'est vrai que ça rappelle de très belles choses tout ça. Puis après, donc, vous gagnez en respectabilité, en responsabilité aussi. Non, respectabilité, vous l'aviez déjà. Rédacteur en chef de Salut les Terriens pour Radisson. Et puis plus tard, vous passez dans le camp adverse, chez son animatrice préférée, donc Alessandra Sublet, pour Un soir à la Tour Eiffel. Mais comment parler de vous, évidemment, sans parler de ce bijou dont vous avez parlé, 3e rappel. Et effectivement, le concept était magnifique. Et c'est le début d'une histoire d'amour avec le théâtre, car plus tard aussi, vous devenez producteur des Molières. Et c'est vrai que c'est quand même assez difficile de produire cette émission, cette cérémonie où succèdent troupes de théâtre contemporains, syndicalistes en bonnet péruvien et ministre de la Culture, aussi légitime à la culture que moi à l'économie, aux finances. Mais une fois que vous y avez goûté, eh bien, effectivement, à ce velours rouge, du coup c'est moi qui l'ai gazé, bon, c'est pas grave, du rideau de scène, eh bien, vous ne voulez plus le lâcher. Et donc vous rejoignez Red Velvet comme producteur de spectacle pour enfin arriver vers votre nouveau métier, producteur de théâtre, comme on l'a dit, de spectacle à voir actuellement. Théâtre Le Pic, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Et Eddie Vol au Petit Montparnasse. Et oui, après avoir snipé sur des artistes, désormais vous les chouchoutez, car au fond, qui aime bien châtie bien. Et Alain Delon s'était trompé, car ce ne sont pas vos oreilles qui vous caractérisent, mais plutôt votre pif.
votre flair, votre nez pour trouver les projets de spectacle qui vont cartonner. Après tout, avoir un nez au théâtre, ça n'a jamais fait de mal à personne et ce n'est pas Cyrano qui viendra me contredire. Bravo. Allez le voir d'ailleurs, il y a un Cyrano qui se joue en ce moment au Théâtre Montparnasse dans la grande salle avec Arnaud de Samer. Effectivement, qui vient de commencer et ça promet parce que Arnaud de Samer est un comédien aussi extraordinaire. Vous êtes formidable comme producteur, faites votre promo, la promo des autres. Enfin, mais vraiment, parce que moi je fais la promo du spectacle vivant. Effectivement. Non mais sérieux. Et ça fait du bien, j'avoue. C'est mon cheval de bataille. Mais je crois que ça change un peu avec des jeunes auteurs, de jeunes metteurs en scène. On a souvent cantonné le théâtre à un truc de cheveux violets en matinée le dimanche. Et dans les théâtres, je vois que la moyenne d'âge baisse. Il y a ça va de 20 à 70. C'est vrai que parfois les places sont un peu chères. C'est vrai que il y a des pièces qui racontent des vieilles histoires, mais allez voir des histoires modernes. Il y a une offre pléthorique à Paris. Il y a beaucoup de choses. Il y a vivant. énormément de spectacles, Il faut de comédies, aller dans les théâtres. Ouais. C'est une belle atmosphère en plus, un théâtre. C'est comme un cinoche. Enfin, moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée de partager une œuvre collectivement, l'espace d'un instant. Je trouve ça beau. Il y a cette magie. Allez découvrir la magie du théâtre ou la redécouvrir. C'est vrai que le Covid et puis les réseaux sociaux, ça a un peu ralenti tout ça. Et justement, les gens ont besoin de se retrouver. Voilà. On n'en parle pas. Là, ça fait maintenant 8 ans que je fais ça. Et les 7 premières années, je me suis chopé des éléments exogènes qui m'ont cassé les bonbons pendant toute la saison. J'ai eu le Covid, j'ai eu les retraites, j'ai eu la grève des poubelles. Il y a eu tout ça pendant 7 ans. Et il y a un truc qui est très étonnant. Les guerres, il y a un truc qui est très étonnant, c'est que dès que l'actualité devient anxiogène, les réservations s'arrêtent. Ouais. Les gens restent chez eux. Non mais c'est flagrant, vous le voyez à la billetterie. Là où vous faisiez 3 la veille, vous faites 1 le lendemain. C'est ça. En fait, ce qui est fou avec le théâtre, c'est que c'est le premier budget que les gens coupent tout de suite dès qu'il se passe quoi que ce soit. Oui, enfin les loisirs. Voilà, mais c'est vrai que le théâtre encore plus. Parce que c'est plus simple de foutre 9,99€ dans Netflix que d'aller payer 40 balles pour voir une pièce. Mais effectivement, une manif, une tempête de neige, les grèves. Faut dire qu'on a été gratiné, on en a eu un paquet, des manifs qui tournent mal, des violences, des trucs. Des gilets jaunes, etc. Donc effectivement, faut être des warriors pour continuer à produire des spectacles. Exactement. Effectivement. Donc je rappelle de nouveau, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal au Théâtre Le Pic et Eddie Vol au Petit Montparnasse. Courez voir ça pour vivre un moment d'union, de magie, d'instants suspendus. Alors, j'ai quand même envie de vous connaître un peu mieux. Ouais. On va faire un petit quiz. Quiz. Portrait craché. J'aimerais savoir quel est le trait caractéristique de votre famille, la famille Trégaro. Si vous deviez dire que quelque chose se passe de génération en génération, ce serait quoi ? Le partage et la bienveillance. Le partage et la bienveillance. Je peux pas dire mieux. Mes grands-parents, mes parents, il y a toujours cette idée-là de faire des trucs en groupe, d'inviter, de ripailler, ce goût pour l'art, la culture en général, je le tiens de ma maman, qui est un puits de culture insondable, qui encore aujourd'hui, à son âge très avancé, bouffe du festival, de l'expo, du cinoche, du disque, du bouquin. C'est incommensurable le nombre d'œuvres que consomme ma mère. Je suis très admiratif et j'ai dû en prendre un petit peu par atavisme. Mais c'est ça qui caractériserait, ma famille. Le nom Trégaro. Justement, moralement, vous ressemblez plutôt à votre papa ou votre maman ? Je sais pas trop ça. Je pense que j'ai un petit caractère de cochon, un peu comme mon daron. Et il est honnête, donc il le dit. Manque un peu de souplesse parfois. Et je dois, je crois, mon ouverture d'esprit, mon éclectisme et ma curiosité sans frontières à ma petite maman. Alors justement, parmi toutes ces qualités, quelle est votre plus grande qualité ? Ma plus grande qualité ? Ouais. Je crois que j'aime fondamentalement les autres. Je m'adore, mais je m'intéresse pas tellement. Donc je préfère m'intéresser aux autres. Votre plus grand défaut maintenant ? Mon plus grand défaut, un peu impatient, peut-être un peu colérique, un peu... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Ouais. Je sais pas. Si vous étiez une émotion, ce serait quoi ? Une émotion.
Oh là là, je sais pas répondre à ces trucs-là comme ça. Moi, j'ai un truc quand je vous vois parler de tout ce dont vous m'avez parlé, un peu l'émerveillement comme ça. Vous avez. Ah mais c'est bien ça, je suis d'accord. Vous avez comme ça quelque chose qui vous allumez comme ça. On sent une flamme qui s'allume dès que vous parlez d'un projet, d'un métier. Ne jamais être blasé. Jamais être blasé. C'est drôle, j'ai reçu un projet aujourd'hui et l'auteur n'osait pas me l'envoyer. Et je lui réponds, mais si, vas-y, envoie, ne jamais brider sa curiosité. Et il me répond, tu as raison, ne jamais insulter l'avenir. Bah voilà, c'est ça. C'est très joli. Ne jamais insulter l'avenir. Si vous étiez un spectacle, ce serait lequel ? Non mais t'imagines. Parmi si tous ceux que vous avez vus. Oh là là, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'ai un souvenir de gosse avec ma mère. Je vais voir une pièce de Woody Allen avec Rufus. Et c'est tellement drôle que je pars dans un fou rire. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et que les comédiens ont dû s'arrêter parce que j'arrivais pas à m'arrêter de rire. C'est un beau souvenir, ça. Ouais. C'est maman qui me racontait ça. Voilà. Mais non, je sais pas si t'es un spectacle comme ça. J'en ai vu plein des géniaux. Il y a tellement de trucs géniaux. On a la chance... C'est une chance folle d'habiter en France et a fortiori à Paris. L'offre culturelle est tellement dingue. Allez-y, consommez. C'est fou. Non, mais moi personnellement, il y a que ça qui m'intéresse dans la vie, la culture, l'art. Le reste, c'est que des emmerdes. Qu'est-ce qui vous fait fondre chez les autres ? Qu'est-ce qui me fait fondre chez les autres ? Puisque vous aimez les autres. Ben oui. Je sais pas ce qu'ils sont. J'ai toujours... Vous allez trouver ça ultra narcissique, mais c'est la réalité. J'ai toujours dit à ma fille, moi je voulais avoir une fille. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi ? Je lui dis parce que je voulais être sûr qu'au moins une fois dans ma vie, une femme allait m'aimer vraiment. Oh, c'est mignon. Est-ce que... tiens, par exemple, par contre, quel est le trait de caractère qui vous tue chez les autres ? Tue l'amour. Le truc que vous supportez pas. Un truc tue l'amour. Ou tue l'amitié. Je vais être bateau, mais je sais pas, la bêtise ou le manque d'esprit ou le simplisme. Bon, après, si elle est vraiment hyper belle. Oui, ça dépend pour combien de temps, quoi, on va dire. Voilà. C'est ça. C'est pas grave. Mon élégance a ses horaires. Vous avez une élégance qui est pas nocturne. Je vous casse vos mots à votre place. Si, toujours essayer d'être élégant. On sait jamais si ma mère me regarde. C'est trop mignon. Voilà. Ah bah tiens, puisque vous me parlez de votre maman, j'ai envie de savoir quel. Mais je parle tout le temps d'elle. Quel est le petit Alexis que vous étiez ? Voilà. Retour en enfance. Votre maman tient un rôle prépondérant à la fois dans votre bagage culturel parce qu'elle est admirable et dans vos valeurs. Oui. Et c'est extraordinaire d'avoir pu vivre comme ça dans ce 2 pièces à Paris parce que vous étiez au cœur de la culture en fait. Ouais, impasse de la Tour d'Auvergne à Paris dans le 9e arrondissement. Et du coup, ce goût qu'elle vous a transmis, est-ce que vous aviez une idée vraiment quand vous étiez enfant ? Déjà, quel genre d'enfant vous étiez ? Joueur comme ça, comme vous l'avez dit ? Voilà, j'étais un enfant rieur, mais j'avais pas de passion. Ouais. Mais je l'ai gardé cette affaire-là. Rien ne me passionne, mais tout m'intéresse. Je suis pas. Il y a des personnalités qui sont ultra focus sur des trucs. Vous êtes curieux. Ouais, voilà. Curieux. Et puis je m'intéresse à. Je pense que quand les choses sont bien racontées, tout peut être intéressant. Et du coup, à l'école, ça vous passionnait pas forcément non plus ? J'étais pas. Ça, non, si j'étais plutôt un bon élève. Si j'aimais bien. J'ai commencé à déconner vers 13-14 ans. Parce que je préférais fumer des clopes et essayer de me taper des meufs. Mais sinon, j'étais pas un mauvais élève. Qu'elles aient de l'esprit ou pas d'ailleurs. J'ai eu mon bac. Et puis oui, j'ai commencé des études. Puis bon, très vite, non. Non, j'étais pas un bon étudiant. Mais je me suis débrouillé autrement. Ouais. Et quel était, justement, par rapport à ça, vous avez dit que vous avez arrêté vos études assez rapidement. Ça a plutôt fait peur à votre famille ou ils vous ont fait confiance ? Ils m'ont fait confiance, oui, parce qu'ils étaient bien obligés. Je me suis un peu engueulé avec mon père parce que je me souviens, on a eu une discussion un peu houleuse où en gros, j'écoutais pas ce qu'il voulait me conseiller pour ma vie, et donc au bout d'un moment, il s'agace, il me dit si t'écoutes pas mes conseils, ça sert à rien qu'on se voit. Et je lui dis, tu sais quoi, tu vas aller te faire foutre. Et puis pendant un an et demi, on s'est pas parlé.
Donc vous êtes quelqu'un d'entier aussi. On l'a pas dit avant dans les traits de caractère. Non, mais je dis ça pas avec fierté, mais je sais pas, à un moment donné, il faut assumer ce qu'on décide, ce qu'on fait, et puis faut essayer surtout. Voilà, faut tenter. Effectivement, c'est, je pense, une bonne leçon de vie que vous donnez depuis le début de cette émission, c'est que vous avez tenté énormément de choses et que ça vous a amené à d'autres choses et ça ne s'est jamais arrêté en fait, puisque ça vous amène vers des voies. Je fais un petit mot récemment. Avec ma compagne Virginie Martin, on a monté un prix littéraire qui s'appelle le prix Pamplonne Ramatuelle pour récompenser des biographies. Donc on a monté ça avec le village de Ramatuelle parce qu'il y a des appointances là-bas et c'est génial. On a déjà fait 3 éditions et la 4e s'annonce. C'est début juin et c'est une sorte de manifestation tout en rapport avec le livre. Donc il y a un prix littéraire et puis il y a des événements, des projections de films, des concerts, des conversations, des signatures, des rencontres avec des auteurs. Tout ça dans un cadre idyllique qui est la presqu'île de Saint-Tropez-Ramatuelle et tout ça pour mettre à l'honneur le livre pendant 3-4 jours. Voilà. Et justement, ça fait partie encore d'une des cordes à votre arc. J'ai envie de revenir du coup sur ce chemin vers le succès, vers ce métier qui est le vôtre. Le parcours. Ce parcours donc plein de routes différentes qui vous amènent vers plein de pays, plein de destinations. Je dois vraiment boire dans ce truc ? Non, vous n'êtes pas obligé. Il y a l'image ou pas là ? Non, mais vous avez un verre d'eau là. On est sur Radio J, j'ai l'impression de voir une blague de Dieudonné. Vous pouvez la faire. C'est quoi ce délire de show ananas ? Non mais pardon de citer ça sur Radio J, mais ça va pas la tête ou quoi ? Dieudonné n'a pas le monopole de l'ananas. C'est vrai. Voilà. Vous avez raison. Parce que moi je m'appelle Annabelle et souvent on m'a. Ah c'est ça. Non pas c'est du ça. tout. Putain. Et moi c'est pour faire un petit truc tropical. Et moi je vois Dieudonné. Moi j'assume totalement. Alors à la santé c'est votre faute si vous êtes. Si vous connotez l'ananas à Dieudonné. J'ai l'esprit mal tourné. Sinon on peut y voir Bourvil, salade de fruits jolie. Exactement. Putain merde, j'aurais dû avoir la ref. Mais c'est pas grave. Dieudonné, si tu nous regardes pas, parce que franchement, je crois pas qu'il nous écoute sur Radio J. J'adore cette idée. Voilà. Ou alors il est attaché. Avec un casque. C'est Elise Moon qui lui fait une blague. C'est ça. Par contre, Elise Moon, si tu nous écoutes. Donc, c'est vrai que ce chemin vous amène vers beaucoup de destinations différentes. Et même là, vous vous dites, vous venez encore de créer un festival. Et votre parcours est vraiment comme ça, accompagné de rencontres assez incroyables. Vous parliez de Tina Kiefer, après Fogiel, et de Gad Elmaleh, de Arthur. Et à chaque fois, on se rend compte que vous n'hésitez pas à les demander. Et au pire, on vous dit non, et au pire, on vous dit oui, quoi. Mais grave, si vous saviez, pardon, quelle sale manie, si vous saviez le nombre de râteaux que j'ai pris. Quand je faisais les Molières avec mon camarade Bedos, que j'embrasse fort, que je l'aime, lui, il déteste prendre des râteaux, alors que moi, j'appelais les artistes, et il me disait non. Voilà. Il y a des gens, ils aiment pas qu'on leur dise non. Moi, ça me dérange pas. Je le demande à celui d'à côté, puis il y a toujours, au moins, il y a toujours un moment où il y a un mec qui va dire oui. Et puis en plus, il vaut mieux pas se brider. Il vaut mieux aller jusqu'au non plutôt que de croire qu'il va te dire non et de pas l'appeler. Voilà. Et effectivement, et c'est pareil pour monter des spectacles. Bien sûr. Putain, mais justement, maintenant, vous avez pris la position de celui qui dit oui ou non, d'ailleurs. Ouais, mais je dépends encore quand même des artistes, des théâtres. Je dépends de plein de gens c'est un truc collectif, monter une pièce de théâtre. Si j'ai pas un théâtre avec moi, si j'ai pas de coproducteur avec moi, si j'ai pas des acteurs, des metteurs en scène, toute l'équipe artistique, il se passe rien. Moi, j'essaie de fédérer tout ce petit monde et de donner envie à tout le monde qu'on le fasse ensemble. Effectivement, et jusqu'à preuve du contraire, vous y arrivez plutôt bien. Donc je reprécise, n'hésitez pas à courir, rire et vous émouvoir avec C'est pas facile d'être heureux quand on va mal de Rudy Milstein au Théâtre Le Pic et Eddie Vol au Petit Montparnasse. C'est du mercredi au samedi au Petit Montparnasse et du jeudi au dimanche et du mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche, pardon, au Théâtre Le Pic. On vous retrouve dans quelques instants après le journal, encore la dernière partie de cette émission, la cerise sur le gâteau, avec Alexis Trégaro, mon invité, producteur touche à tout, passionné, curieux, enfin voilà, vif. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on parle de soi. Effectivement, et tout de suite, c'est le journal avec Eva Soto. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour à tous, à la une de l'actualité en ce 369e jour de guerre, un couple tué par l'impact d'une roquette en provenance du Liban à Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. Les victimes promenaient leurs chiens tout à l'heure. Les services d'incendie et de secours rapportent que les impacts ont déclenché des incendies dans plusieurs bâtiments de Kiryat Shmona. 5 équipes sont actuellement mobilisées pour maîtriser ces feux. Ce matin, un attentat au couteau à Hadera, dans le nord d'Israël. Toujours, il a fait 6 blessés, dont 2 grièvement. L'auteur des coups de couteau était à moto. Le terroriste a d'abord poignardé 2 personnes, puis les autres sur son trajet. Le suspect est un arabe israélien de la ville de El-Fahem. Les images en ligne montrent un homme qui se fait tirer dessus et arrêter. Les lignes d'assistance psychologique, déjà très actives en raison de la guerre, ont été renforcées pour pouvoir prendre en charge victimes et témoins. Sur le front nord, les membres du Hezbollah qui ont tué un officier parachutiste la semaine dernière au Liban ont été éliminés. Ceux qui ont tiré sur le capitaine Ben Sion Falah, âgé de 21 ans, est tombé au combat il y a une semaine. Il était membre du 202e bataillon de la brigade parachutiste. Les terroristes ont pu être repérés à l'aide d'un petit drone. Et ce matin, Tsahal a diffusé les images de la frappe aérienne, mais sans préciser quand elle avait eu lieu. Également, hier soir, les images d'un souterrain creusé par le Hezbollah. Correspondance à Jérusalem d'Olivier Granellic. C'est Assad qui a localisé et neutralisé un tunnel du groupe terroriste Hezbollah d'environ 10 mètres de long qui commençait donc dans le secteur du Liban et arrivait près du Moshav Zarit en Israël. Le tunnel bloqué du côté israélien et sans ouverture visible avait été détecté il y a déjà quelques mois dans le cadre des opérations de destruction des infrastructures terroristes au sud Liban. Il a donc été démoli par les soldats israéliens et puis selon le porte-parole de Tsahal, aucun autre tunnel transfrontalier n'est connu à ce stade. Correspondance à Jérusalem d'Olivier Granellic. Et au volet sécuritaire, toujours au cours de la journée écoulée, l'armée de l'air israélienne a frappé plus de 230 cibles terroristes dans la bande de Gaza et au Liban. À Gaza, les soldats israéliens ont aussi dû retourner à Jabalia à cause de bataillons terroristes qui se sont reformés. Tsahal a également largué des tracts dans le secteur d'Al-Mawassi où il est écrit « Aucun tunnel n'est trop profond ». Noir demande à Sayed Hassan, un message adressé au numéro 1 du Hamas et en référence à Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah éliminé par Tsahal. Plusieurs journalistes allemands arrêtés à Beyrouth, tous membres de la rédaction du Bild, le quotidien allemand. Ils ont été emmenés pour interrogatoire au lendemain de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les membres des services de renseignement militaires libanais auraient mené ces arrestations. Elles sont intervenues au lendemain de l'interview des journalistes allemands par la radio publique israélienne. Le journaliste Paul Rosenmayer et son équipe ont depuis été relâchés, mais lui a été contraint de quitter le Liban. Je m'appelle Michael. C'est demain que le Premier ministre Michel Barnier doit présenter le projet de budget. Son prédécesseur qui dirige le groupe centriste Ensemble pour la République est d'accord sur l'objectif, mais pas sur les moyens. Gabriel Attal critique trop d'impôts et pas assez de réformes dans le projet de budget. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, réagit à propos des mesures budgétaires sur RMC. On est dans une situation qui est grave, avec un déficit qui va dépasser les 6% cette année et qui arriverait à 7% l'année prochaine si on ne fait rien. On a quelques semaines pour constituer un budget d'urgence avec 60 milliards d'euros d'économie. C'est absolument colossal. On a mis, et le Premier ministre l'a fait, une proposition sur la table, une équation qui marche, avec, je le redis, 40 milliards d'euros de réduction de dépenses, ce qui est énorme, et 20 milliards d'euros environ de contributions exceptionnelles, ciblées et temporaires. Ça nous semble être un équilibre qui est juste. Un an après les massacres antisémites du Hamas, ils ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent le génocide contre des Palestiniens. Ces manifestants anti-israéliens ont été délogés par la police devant Sciences Po. L'opération s'est déroulée dans le calme ce matin et les cours ont pu reprendre à 10h. Un autre rassemblement est prévu à Paris à partir de 18h, place de la Sorbonne.
Merci Eva, on vous retrouve demain à partir de 6h dans la matinale d'Ilana Ferradian. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie du Annabelle Show avec Alexis Trégaro. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'IMO, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue, nous sommes de retour sur Radio J dans le Annabelle Show avec mon invité, le pétillant et dynamique et foufou, producteur et homme de théâtre et de médias et de passion, Alexis Trégaro. Rebonjour. Rebonjour Alexis, j'ai envie de vous faire écouter cette musique qui, je pense, résume assez bien qui vous êtes. Est-ce que vous reconnaissez? Mais oui, ça me dit quelque chose. Cinéma Paradiso. Ah putain, quelle folie. Et en fait, quand j'écoute cette musique et que je repense à... C'est un de vos films préférés. Je suis allé sur la côte Amalfitaine. Donc en gros, c'est ce qui va de Naples à Sorrente. Il y a des endroits absolument merveilleux. Et il y a un village qui s'appelle Ravello, qui est un village accroché. Comme souvent là-bas, il y a un village qui est perché là-haut. Et puis après, il y a le petit village en bas au bord de la mer. Et Ravello, c'est un village italien comme on l'imagine, avec des bâtisses sublimes, des hôtels magnifiques. Et le jour où, quand j'y suis allé, il y avait une tradition. Chacun venait avec sa chaise. Il tendait des draps le soir sur les immeubles et il y avait des films italiens qui étaient diffusés. J'avais l'impression d'être dans Cinéma Paradiso. J'adore. Justement, ce personnage, l'histoire de cet enfant, ça me fait penser à votre personne en fait, à vous, à votre émerveillement comme on a dit tout à l'heure. J'adore. Parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort de ce que vous êtes. Vous êtes un espèce d'officiel des spectacles à vous tout seul comme ça. Vous aimez les talents, voilà, et vous les présentez bien et vous les mettez en valeur. J'adore le talent des autres. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours important, je trouve, évidemment, d'avoir du talent, mais d'avoir des personnes qui savent mettre en lumière le talent des autres. Et c'est une passion pour vous, justement maintenant, ce métier de producteur, d'arriver à faire émerger comme ça des gens, des génies, parce qu'en fait c'est ça. C'est hyper émouvant. En gros, entre le moment où tu reçois un texte, comme ça qu'un auteur t'envoie, et le moment où la première a lieu sur scène, il doit s'écouler à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec plein d'obstacles. La plupart du temps ça marche pas, puis de temps en temps ça marche. Et sincèrement, le soir de la première, quand tu vois le spectacle se dérouler, t'entends les applaudissements à la fin, et que tu te remémores ce moment où t'as reçu le texte sur ton ordi et que t'as double-cliqué dessus, bah tu dis c'est génial. C'est comme une naissance à chaque fois. Je pense que c'est comme être un obstétricien. À chaque fois, il y a un gamin qui sort. Vous mettez au monde c'est un miracle. Des œuvres. Non, mais c'est un miracle. Ouais, c'est vrai. Putain, Cinéma Paradiso. Déjà, j'aurais rencontré Philippe Noiret si j'avais été gamin dans ce film. Ah ouais, et ça vous aurait pas dit justement de produire du cinéma? Non, alors trop compliqué. Ouais, c'est compliqué. Trop de gens. Puis, moi, je fais ça un peu sur le tard, hein, donc je vais pas me diversifier dans trop de trucs trop compliqués. C'est déjà la tâche est déjà suffisamment ardue et assez noble et je laisse ça pour d'autres. C'est d'autres talents quoi. Je demande par curiosité parce qu'avec l'étendue de ce que vous avez fait et de votre savoir-faire, j'imagine que ça aurait pu être une idée. Non. Mais c'est vrai que ce qui ressort dans vos goûts, c'est que vous aimez plein de choses. Justement, moi ce que j'aime bien c'est la bonne vie. J'aime bien que la vie soit marrante. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, jusqu'alors, de faire des jobs qui m'ont donné une vie marrante. Je me suis retrouvé effectivement à faire des trucs de fou. Oh, je vous raconte ça. Je sais pas si vous allez peut-être vous en souvenir. À l'époque où je bossais pour Alessandra Sublet, ça s'est mal fini, mais ça a bien commencé. On produit une émission qui était normalement dans son premier concept qui devait mettre à l'honneur un artiste sur toute la longueur de l'émission. L'inconvénient de ça, c'est que si l'artiste te plante, tout ce que tu as préparé, tu le fous à la poubelle. Je connais.
C'est ce qui s'est passé avec Omar Sy. Il nous plante pour des raisons X ou Y, je sais plus. On est à une semaine de la diff et on n'a pas d'émission et j'ai pas d'invité. Et j'appelle mon pote Nico Bedos et je lui dis tu veux pas qu'on fasse une émission autour de toi? Il me dit t'es gentil, tu passes ton temps à me dire de pas aller à la télé pour raconter mes conneries quand j'ai pas de promo et là tu me demandes de faire une émission alors que j'ai pas de promo. Je dis bah ouais, je sais. Et puis on a eu cette idée géniale qu'est l'imposture. On a monté un canular comme l'avait fait auparavant Pivot. On a inventé un livre que soi-disant Nico avait écrit où il racontait son histoire d'amour avec Valérie Trierweiler. Et on a fait 2 heures d'émission là-dessus sur le service public. Une émission géniale avec des invités, tout ça pour célébrer ce bouquin. Tiens-toi bien. Et la législation nous obligeait à faire un démenti, enfin à donner l'info aux téléspectateurs que tout ça était bidon juste après. Mais après le générique. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. L'émission devait se terminer vers minuit et demi. Comme tous les démentis. Le générique démarre, plouf, tout le monde va se pieuter. Et derrière, il y avait un petit plateau où Sublet et Bedos révélaient le poteau rose. Donc peu de gens l'ont vu. Je crois, enfin je me souviens de cette info, entre minuit et genre 6h du mat, je crois qu'on est numéro 2 tweet au monde. Parce que tu penses bien que Bedos à l'époque avait une relation avec Trierweiler dans le dos de Hollande, ça avait fait parler, tu vois, c'était tellement rigolo. Et il y a des matinales qui ont ouvert là-dessus. C'était fou, c'était génial. Parce que le démenti, il est jamais vu. Oui, si, mais bon, il y en avait un. Mais fabriquer ça avec Nico, c'était qu'est-ce qu'on s'est marré. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir une vie marrante. Et puis des gens avec qui partager ce genre de bêtises. Exactement. Il faut des compagnons de bêtises. Effectivement. Alors, dans cette carrière, donc, comme vous disiez, vous faites naître des œuvres et c'est vrai que là, vous avez eu la consécration avec c'est Molière pour ce spectacle que vous avez produit. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Du coup, j'ai envie de vous faire un petit quiz Molière. Instant quiz. Alors, si vous deviez... à qui vous remettriez le Molière de l'acteur avec qui vous rêvez de travailler? J'aimerais bien, j'allais dire faire venir pour la première fois, non, refaire revenir, parce qu'il l'a fait qu'une fois, Jean Dujardin au théâtre. Ah ouais. J'ai failli le convaincre autour d'un projet. Je pensais bien que je l'avais hameçonné, et puis au dernier moment, il m'a dit non, cet enfoiré. Ah, mais on désespère pas. Mais j'y retournerai. Parce qu'il vient de là aussi. En fait, ouais. En tout cas, il vient. Oui, il vient du seul en scène. De la scène. Hein. Non, ce que c'est, si tu veux, il y a toute une génération d'acteurs qui font surtout du cinoche, entre 30 et 50 là. Les faire venir sur scène, c'est chaud, quoi. Alors que ça ferait venir du monde au théâtre et tout, mais il y a toute cette génération, ça a du mal, quoi. Alors de temps en temps, ils vont dans le sub faire une pièce pour Yvan Van Hove d'un classique, ça fait un truc un peu snob sur le CV, mais en théâtre, mais le truc dans le privé, ils viennent pas. Donc voilà, on lance un appel. Il y a quelques acteurs comme ça serait cool à toute cette génération qui viennent au théâtre, qui snob le théâtre. Alexis Trégaro vous attend pour monter le prochain succès qui va gagner des Molières comme tout ce qu'il produit déjà. Donc voilà, vous êtes prévenus, s'il vous plaît. Alors l'actrice maintenant, du coup. Il y a des actrices. Bon, il y en a plein. D'un seul coup, il y a son nom qui me vient là. Il y en a 2, Noémie Merlan, Anaïs de Moustier. Je les trouve tellement merveilleuses. Mais est-ce qu'elles font du théâtre? Peut-être en ont-elles fait. J'ai pas une connaissance exhaustive de leur carrière. En tout cas, là, c'est plutôt le cinoche qui les occupe pour l'instant. Mais voilà, c'est ces 2 noms-là qui me viennent, mais il y en a plein d'autres. Hein. Un auteur ou un spectacle que vous rêveriez de monter? J'ai pas de rêve comme ça. Moi, mes rêves, ils se construisent souvent avec une opportunité qui m'apparaît. Ouais. Donc c'est pas des rêves. C'est des espoirs, quoi. Non, je suis pas un rêveur. Je suis pas un garçon introspectif. C'est parce qu'il se présente, quoi. Je suis pas un garçon introspectif. Je me projette très très peu. Bon, carpe diem, c'est un peu une tarte à la crème, mais franchement, c'est un peu comme ça que je vis. Donc, j'ai pas vraiment de rêve, j'ai pas vraiment d'objectif. Si, le seul objectif, c'est que ma vie soit marrante. Alors maintenant, le Molière de votre expérience, la plus galère de votre carrière. La plus galère, où est-ce que j'en ai bien chié? Il y en a eu un paquet. Hein. Bah alors on va préciser en télé, voilà, en télé ou en radio. Ah, en télé.
J'aurais dû préparer des anecdotes comme ça. J'en ai eu. C'est en flash, hein, même si c'est pas la pire. J'irai pas vérifier, hein, mais. Je me souviens d'une chronique. Voilà, j'allais dire, ça peut être une chronique avec un invité pas. Une chronique, donc On ne peut pas plaire à tout le monde avec Fogiel à l'époque. On avait comme invité Affida Turner. Vous voyez qui c'est cette connasse là? Elle est qui a repris suite à la dernière saison de LOL. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Alors ça a fait un buzz l'année dernière. Ah ouais. Bon, toujours est-il qu'on la reçoit et donc il faut que je fasse son portrait. Je me dis qu'est-ce que je vais raconter sur cette jeune femme. Et je vous fais une attaque en disant j'ai écouté vos chansons, ça m'a donné tout de suite envie de jouer au Scrabble avec vous, je suis sûr de gagner. et donc j'avais prévu tout un tas de conneries comme ça. Elle disait rien, puis d'un coup elle m'a sauté à la gorge, quoi. Elle en pouvait plus de ce petit con qui lui mordillait les chevilles. Et alors, comme dirait Anthony Delon, t'as eu peur? Non, j'ai pas eu peur, mais après c'était compliqué de lui répondre parce que ça consistait à tirer sur l'ambulance. Enfin, il y avait des moments comme ça, mais c'est ce qui est génial dans le direct, hein. C'est que parfois tu te retrouves un peu l'arroseur arrosé. Tu fais ton petit malin et puis de temps en temps il y a des invités qui se rebiffent. Qui jouent pas le jeu ou qui le jouent un peu trop d'ailleurs. Mais bon, c'est leur liberté. Alors la plus belle, quel est le Molière de la plus belle sensation de producteur du coup? Franchement, à chaque fois qu'un spectacle se crée, je dis pas ça pour botter en touche, j'en ai pas de préféré par rapport à d'autres. L'an dernier, j'en ai créé 4. Le manteau de Janis avec Philippe Lelièvre, Alison Paradis, c'était formidable. L'effet miroir, Julien Boisselier à la mise en scène qui a fait un travail extraordinaire avec Vincentelli, Caroline Anglade, Jeanne Arène qui a eu le Molière de la comédienne dans un second rôle avec Éric Legérias au Théâtre de l'Œuvre, j'ai adoré. Tous les spectacles que je monte, j'ai adoré. La semaine dernière, c'était la dernière date de tournée d'un spectacle qu'on avait monté avec Pascal Guillaume qui s'appelle Affaires sensibles, qui était l'adaptation radiophonique de l'émission de radio Affaires sensibles, où Fabrice Drouel était sur scène, il racontait des histoires et une comédienne était à ses côtés pour incarner les situations de vie des femmes dont Drouel dressait le portrait. Voilà, j'avais monté Hard, qui était une adaptation de la série Hard. Oui, exact. Puis plein d'autres encore, voilà. Et le prochain projet qui arrive, j'en ai d'autres mais je peux pas tous les donner, ça sera au Tristan Bernard début janvier et ça va être l'adaptation du livre de David Fuenquinos qui s'appelle Numéro 2 et c'est un livre... C'est une exclusivité sur Radio J. C'est un livre qui raconte le destin contrarié du comédien qui n'a pas décroché le rôle d'Harry Potter et ça lui a pourri la vie pendant 30 ans. Wow. Et Fuenquinos avec le talent qu'on lui connaît a imaginé toute une histoire autour de ça et on l'a adapté et ça sera joué au théâtre début janvier. Vous avez déjà le casting, tout ça. C'est une surprise. On garde la surprise alors. Oui. On ira applaudir ça. Voilà. Dès qu'un spectacle va au bout, je trouve ça génial. C'est comme de mener le petit au bout au tarot. Justement, on a parlé de l'enfant émerveillé que vous étiez pendant toute cette émission. Si vous deviez parler à l'enfant que vous étiez, ou vous avez dit que vous avez une fille, ce serait quoi, si vous pouvez me compléter ces phrases que je vous donne comme ça, en un mot? Ah, c'est comme le jeu blanc manger ou je sais pas quoi là. Oui, blanc manger coco. Manger coco et voilà. Le secret du succès, c'est le secret du succès, c'est de ne pas le prévoir. La clé du bonheur, c'est d'y croire. En amitié, il faut beaucoup de... Il faut... ça, c'est une qualité que j'ai. Je suis toujours content quand il arrive un truc super à mes amis. Ah, l'amour, c'est... L'amour, c'est comme une cigarette. Surtout, méfie-toi des tartuffes. Théâtre toujours. Ne t'engombre pas de... concombre. Et dans la vie, tu ne dois jamais oublier... Pour le dernier mot, tu dois jamais oublier. Point. Ouais, je sais pas. Ah putain, Bibi. Merci beaucoup Alexis Trégaro. Merci Annabelle, c'est génial de passer ce temps avec vous. Écoutez, c'était un vrai régal pour moi. Vous êtes une hôtesse délicieuse. Ah merci, moi aussi j'étais dans les agences d'hôtesse comme vous à l'époque. Et en réel, il s'appelle comment? En réel, c'est Ben Arnaud. Salut Ben. Remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, on retrouve toutes vos pièces, donc c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Au Tête le Pic, Eddie Vol, au Petit Montparnasse et très bientôt l'adaptation de David Fuenquinos en janvier 2025. Merci infiniment de votre venue.
bienvenue. Et vive le théâtre. Et vive le spectacle vivant. Vous retrouvez tout de suite le Club IMO de Marquez Ratti et nous on se retrouve demain à 15h avec Amaury de Cragnincourt. Kiss kiss.